La conversation, paresseuse dans ce mess d'officier, après avoir longtemps traîné, s'anima et acheva trop vite la soirée. Le commandant parla de ce sens inné et primitif que possèdent les paysans, doués de perceptions intuitives qui les avertissent de tous les événements graves. Et, comme toujours avec ce genre d'histoire, chacun témoigna de cas étranges. Mais, trancha à son tour un capitaine au scepticisme bourru, vous nous parlez là de gens frustres et superstitieux qui, le plus souvent sur de simples coïncidences, s'abandonnent à l'accablement de l'intersigne, retrouvant et gonflant a posteriori 10 raisons possibles d'avoir pressenti le drame. Croyez-moi, s'il leur fallait vous donner une preuve formelle et vérifiable, ils seraient bien embarrassés. Peut-être, sembla approuver le commandant. Mais je puis vous affirmer que, dans le même genre de prescience, certains emploient des procédés empiriques qui relèvent de la plus évidente magie et provoquent des prodiges que l'on croit réservés aux seuls contes de fées, mais qui sont ici facilement contrôlables. Si vous le voulez bien, je vais vous raconter ce que j'ai constaté par moi-même en 1917, dans une ferme de l'Île-et-Vilaine. Et tout d'abord, comment je fus lié à cette affaire. J'étais alors lieutenant et faisais corps avec mon détachement, vautré dans la même boue que mes hommes, partageant avec eux à part égale peines et parasites. Nous tenions devant le bois de la Guérie, en Argonne, face à d'intenses harcèlements que nous rendions sans pitié, mais les payant très cher, à la grande joie de la mort, seule gagnante. Mes 2 caporaux, jeunes terriens, agissaient comme avec un troupeau à guider et me secondaient mieux que mes propres bras en obtenant une harmonieuse discipline qui était déjà une victoire. De plus, nous étions pays, tous 3, bretons comme larrons. Ils étaient frères, sans se ressembler de physique ni de caractère. L'un, Armand, maigre et voûté à 25 ans comme un vieux fureteur de terrier, savait autant ruser avec l'humeur des nôtres qu'avec celle des Allemands, qu'il ressentait avec une intuition fortement développée. La guerre semblait lui convenir, il s'en accommodait comme d'une expérience profitable, sorte d'interminable partie de braconnage. L'autre, Julien, rond et jovial, à qui une soutane eût fait obtenir la première cure disponible, rassurait et le savait, ne s'économisant pas en conseils, consolations ou encouragements. Mais la guerre ne convenait pas à celui-là, et je savais, par ses confidences, que plus elle allait, moins il se sentait tranquille dans cette peau de tueur souriant. Tout ça finira mal pour moi, mon lieutenant. Tenez, si seulement je pouvais jeter un œil chaque matin chez nous, dans l'armoire au linge, ça m'aiderait et me mettrait dans le bon vent pour toute la journée. Et il sortait l'énorme portefeuille qui lui faisait un sein sous la vareuse. Portefeuille boudiné, à croire celui d'un maquignon après la vente d'une paire de bœufs, mais riche seulement de lettres laissées avec leur enveloppe. Et aussi d'une large photo de toute la famille, collée sur son carton frappé du nom d'un photographe de Redon. Il en extirpait alors une enveloppe de papier bulle, close et plus froissée que les autres, et me montrait en transparence son contenu, un léger renflement sombre. Mon lien avec chez nous, mon lieutenant. Et il la humait sans joie. Chaque fois intrigué, je le questionnais, voulant en savoir davantage sur cette enveloppe si secrètement gardée, dont je crois avoir été le seul à connaître l'existence. À part bien sûr son frère, Armand,
qui d'ailleurs possédait aussi la sienne et dont la plus vive plaisanterie consistait à faire croire à Julien, atterré, qu'il l'avait perdue. Un matin, au début d'une attaque d'aube, la veille de redescendre au repos, d'où pour ma part et selon ma chance de survie, je devais partir en permission, mon bon Julien fut en un clin d'œil foudroyé et dépioté par un shrapnel qui l'enfonça, écorché vif, en pleine boue. Une mort horrible, là, au milieu de nous qui fûmes aussitôt recouverts et sauvés d'autres éclats grâce à cette terre sanglante. Quelques jours après, j'étais au pays et, bien que décidé à ne pas me rendre chez les vieux de Julien avant que la maréchaussée n'eût accompli la dure corvée de leur apprendre la triste nouvelle, je ne sais comment je me trouvais frappant à la porte de leur ferme. C'est la mère, maigre et osseuse, dont Armand était la réplique exacte, qui vint m'ouvrir. À son abattement extrême, je compris qu'elle savait, déjà. Je fus soulagé, mais surpris de cette exceptionnelle rapidité d'information, car habituellement le chemin administratif était bien plus long. Je me fis connaître et, gardant sa main dans la mienne, je lui dis la fin héroïque de son fils, évitant de lui décrire cette boucherie. Alors, son merle a donc dit vrai ? Et comme une louve blessée, elle courut partout dans la ferme, hurler la mort de Julien, que j'étais, je le compris soudain, le premier à lui apprendre. Ce ne fut qu'après la réunion de toute la famille, appelée des champs et venue dans la salle, que l'on me redécouvrit dans le coin où je me tenais effacé. Je n'étais pas tant bouleversé par cette seule douleur collective, mais par toutes celles, innombrables, naissant à chaque instant des milliers de morts renouvelés qui, au front, nous troublaient juste le temps de leur spectacle et auxquels nous ne pensions plus ensuite. Le père me fit signe de le suivre dans une chambre où 2 lits sentaient suffisamment la poussière et la tristesse pour me donner à comprendre que c'était celle des fils soldats. Je vis la grande armoire au linge, si souvent évoquée par Julien, massive et plaquée au mur. Elle paraissait supporter toute la bâtisse. Le père tendit sa main tremblante vers 2 des étagères débarrassées de linge et grillagées d'un treillis de fil de fer. À l'intérieur de l'une de ces cages inattendues se trouvait un merle qui, à notre arrivée, s'anima de vifs sauts et se heurta violemment aux parois. Dans l'autre geôle gisait la dépouille d'un second merle, crevé, elle déployée et griffes ramenées comme dans une violente lutte. Un caillot lui tenait le bec ouvert. Les alvéoles du grillage étaient parsemées de ses plumes sanglantes. « C'était le merle à Julien, » me dit le père, d'une voix sourde. « On le gardait ici pour qu'il nous montre la santé du gars qui portait sur lui une de ses plumes. Chez nous, c'est par là qu'on sait comment vont ceux qui sont au loin à courir des risques. Depuis quelque temps, il restait dans un coin à grelotter. Mais le mardi soir de la semaine dernière, il s'est mis à tourner en rond comme fou et à se jeter sur le grillage. Il a dû le faire toute la nuit. Le lendemain matin, on l'a trouvé comme vous voyez là. On n'a pas voulu croire et jusqu'à maintenant, on avait l'espoir. Dites, mon lieutenant, notre petit ne s'est pas débattu dans les douleurs toute la nuit comme son merle. » J'eus un geste pour le rassurer. Alors, me montrant l'autre captif, il retrouva une voix plus ferme. « Celui-là, il est à Armand. Regardez comme il est vif et sain. On le verrait sauter de branche en branche. Il est ferme. Pas besoin de regarder de près. On ne se fait pas de mauvais sang pour lui. Il doit trotter et siffler l'Armand. Pas vrai, mon lieutenant ?» À ce moment, la mère vint nous rejoindre, mais le père, ne voulant sans doute pas qu'elle s'attriste davantage, l'obligea à repartir. Me trouvant seul, j'eus un geste que je ne pus réprimer
et qui, sans doute, voulait me rassurer. J'ouvris la porte aménagée dans le treillis et réussis à saisir l'oiseau d'Armand pour me réconforter avec la forte vitalité de mon compagnon. Mais en serrant ce merle lié à son existence, je sentis qu'un rien pourrait le vaincre. Il était sain que d'aspect, seulement gras de plumes. Souffreteux, il dépérissait, mais en désir de liberté trompait par son ardeur à vouloir fuir cette malsaine claustration. Je le rentrais hâtivement, le père revenait. Et je partis soucieux. Vous étonnerai-je, messieurs, si je vous affirme que ce garçon inusable eut le même sort que son merle? Il traînait un mal de poitrine et fut emporté par une phtisie galopante, 2 mois après ma visite à ses parents. Mais avec ce genre de magie rustique, parfois sournoise, allait savoir lequel entraîna l'autre dans son destin.